Et bienvenue à vous, ravi de vous retrouver. Ça vous regarde, c'est parti, version déconfinée. Voici le sommaire. Stop Covid. Et si c'était la solution? Les députés viennent de donner leur feu vert à cette application permettant de tracer les malades afin d'endiguer l'épidémie. Alors en quoi cet outil numérique peut être utile? Est-il vraiment indispensable? Quelle garantie sur la protection des données personnelles et sur nos libertés publiques? On en parle dans un instant avec nos invités. Un homme est en colère ce soir. Sa proposition de loi a été vidée de sa substance par La République En Marche. Elle visait à revaloriser les salaires des femmes de ménage, ces invisibles en première ligne dans la crise sanitaire. Cet homme, c'est le député François Ruffin. Il viendra se frotter à la majorité sur ce plateau tout à l'heure. Enfin, le jour d'après, nouvel épisode de notre collection d'entretiens thématiques. Ce soir, le deuil. Comment a-t-on pu laisser quelques semaines nos proches mourir seuls à l'hôpital à cause du Covid ? Le psychiatre et psychanalyste Serge Effez nous éclaire et témoigne. Voilà donc pour le programme. #CBR, ça n'a pas changé. On y va. Et merci à vous, chers téléspectateurs, d'avoir choisi LCP. À la majorité, donc, les députés ont voté pour cette application Stop Covid, cet outil numérique, je vous le disais, destiné à casser les chaînes de contamination. 3 heures de débat vif dans l'hémicycle avec un gouvernement et la garde des Sceaux en tête, qui n'a pas ménagé sa peine pour rassurer. Cette application n'a pas vocation à devenir l'alpha et l'oméga de la lutte contre la Covid-19. Elle n'est pas non plus un prétexte pour que l'État se transforme en État policier, contrôlant les faits et gestes de nos concitoyens. Et on va en débattre de cette application. Bonsoir Mounir Majoubi. Bonsoir. Vous êtes député de La République En Marche de Paris, ancien secrétaire d'État au numérique, et vous avez accepté de dialoguer avec un grand connaisseur du numérique ce soir. Bonsoir Jérôme Colombin de France Info. Vous connaissez bien cette application. Vous allez nous dire si oui ou non, à la fin de ce débat, il faut qu'on la télécharge, cette appli, après ce vote. Celui qui va nous planter le décor, comme tous les soirs. Stop Covid n'est pas magique, mais Stop Covid est utile. Vraiment, c'est ce que répète le ministre. Eh bien, c'est Stéphane Blakowski, le regard de Blacko sur cette appli. Si j'ai bien compris, c'est tout de suite. Alors, qu'avez-vous compris, Stéphane, à cette appli? Si j'ai bien compris, Myriam, moi j'ai compris que les Français, en fait, avaient peur de tout, mais en permanence. Quand on lit les sondages, on a vraiment l'impression que la majorité d'entre nous a la trouille constamment. Alors, histoire de détailler un petit peu mon propos, je vous propose un passage en revue de quelques sondages de ces derniers mois. Au mois de mars, Parisien publie un sondage qui nous dit que les Français, la majorité d'entre eux, ont peur du virus à 61%. Bon, à la limite, ça peut se comprendre. Un mois plus tard, on est donc en avril, la majorité des Français a toujours peur. Cette fois-ci, ils ont peur du déconfinement. C'est un sondage de Terra Femina qui nous dit que 53% d'entre nous ont peur du déconfinement. Alors aujourd'hui, on est en mai, et puis bien sûr, les Français continuent d'avoir peur, vous vous doutez bien. Cette fois-ci, ils ont peur de quoi? Ils ont la peur de l'application Stop Covid. C'est un sondage de France Bleu qui nous dit que 54% des Français sont inquiets à l'idée que leurs données personnelles puissent être utilisées. Alors avouez que c'est quand même assez étrange. C'est comme si les Français faisaient beaucoup plus confiance à Mark Zuckerberg qu'à Édouard Philippe. Ça ne les dérange pas de confier leurs données personnelles à un milliardaire américain qui est propriétaire de WhatsApp, de Facebook Messenger, de Facebook et d'Instagram. En revanche, alors là, pas question de faire confiance au gouvernement. Bon, pourtant, l'application Stop Covid, c'est simplement le prolongement numérique des fameuses brigades sanitaires. Les brigades sanitaires et l'application Stop Covid, c'est exactement la même mission. Une fois qu'un malade est identifié, on cherche à identifier le plus vite possible tous ceux qui étaient en contact avec lui lors des 15 derniers jours. La seule différence, c'est que dans un cas, on va recevoir un SMS et que dans l'autre cas, on va recevoir un coup de fil. Mais dans un cas comme dans l'autre, il n'y aura aucune obligation de se tester, aucune obligation de se confiner et aucune amende si on ne fait ni l'un ni l'autre. Alors, pourquoi cette vague de méfiance contre l'application Stop Covid? Alors que les brigades sanitaires, elles, ça n'a posé quasiment aucune difficulté. Donc je ne sais pas, mais peut-être qu'il faudrait se demander à qui profite cette fameuse peur des Français. Alors moi, j'ai 2 hypothèses. Bon, la première hypothèse, c'est que ça peut profiter à une partie de l'opposition qui espère que cette peur
va se transformer en colère et que cette colère va retomber sur le gouvernement. Puis deuxième hypothèse, mais là c'est plus une certitude, évidemment que la peur, ça profite aux médias, parce que les sujets qui font peur, eh bien c'est ceux effectivement qui vont aussi vendre. Mais j'imagine que tout le monde n'est pas d'accord avec moi sur le plateau, donc on va pouvoir en débattre. Eh ben on y va tout de suite. Merci Stéphane. Il y a beaucoup de sujets dans le papier de Stéphane, notamment sur l'aspect non obligatoire et donc l'efficacité de cette appli. Mais pour comprendre déjà ce qui se passe ce soir, un vote a eu lieu. Peut-être que voilà, il va y avoir le Sénat, mais bon, il y a quand même une majorité, ça va revenir à l'Assemblée. Qu'est-ce qui va se passer? Ça veut dire que l'application, là, elle va être mise en œuvre, elle va être mise à la disposition des Français? Alors pour bien comprendre le contexte institutionnel, cette mission de développer l'application, c'est une mission de l'exécutif. C'est le gouvernement qui a décidé de lancer ce groupe de travail, qu'il a voulu ouvert avec des experts, avec l'INRIA, qui est un des instituts les plus experts en France, mais même dans le monde, et qui est un institut public de recherche avancée en informatique. Et c'est le gouvernement qui a souhaité aussi ce vote. Et c'est le gouvernement qui a souhaité proposer au Parlement de s'exprimer sur le sujet. Il n'était pas obligé de le faire. Alors ce feu vert de l'Assemblée, quelles conséquences? Et nous avons débattu et nous avons décidé à la majorité que oui, nous acceptions que cette application puisse être lancée. Maintenant, c'est entre les mains de l'exécutif d'exécuter et donc d'aller jusqu'au bout de cette appli, de la mettre à disposition des personnes. Cédrico a annoncé ce matin, ce week-end ou le début de la semaine prochaine. Donc c'est maintenant qu'on va tous pouvoir la télécharger. Alors très concrètement, vous l'avez téléchargé manifestement. Je fais partie des testeurs, donc j'ai une version bêta que j'ai sur mon téléphone. Quel bénéfice très concrètement pour celui qui la télécharge? Vous vous souvenez, à l'Assemblée nationale, on a eu un des premiers clusters de contamination au Covid-19. Moi, j'ai reçu un appel un matin qui était un appel de l'ARS qui me disait « Bonjour monsieur le député, une de vos collègues a été testée positive, elle est aujourd'hui hospitalisée et en discutant avec elle, il se trouve que vous avez passé 1h30 avec elle en réunion face à elle. » Donc, ils m'ont dit, vous faites partie des personnes qui, dans ce cluster, sont très à risque. Nous vous invitons, à vous rapprocher de votre médecin. Et comme on était encore en stade 1,5, 2, et à aller vous faire tester dans un service d'urgence. C'est ce que j'ai fait, et le test était négatif. Donc, j'en suis content. C'est ce qu'on appelle le traçage. Parce que ma collègue, elle, malheureusement, c'était devenu assez grave assez vite. Elle était hospitalisée, et on lui a demandé de se souvenir des 15 derniers jours. Donc, avec l'appli, si je suis, par exemple, prenons cet exemple, Ouais. moi, dépistée positive au coronavirus, qui va le déclarer sur l'application? Ma collègue, en plus de répondre aux questions, elle peut se souvenir que des gens qu'elle connaissait. Donc moi, elle me connaissait, sa famille, elle la connaît, les gens qui sont ses plus proches, elle est capable de donner leur nom et leur téléphone. Par contre, les inconnus, près de qui elle a passé du temps, près de qui elle a peut-être toussé, près de qui elle a peut-être échangé une assiette, une fourchette, un couteau. Ceux-là, ils ne peuvent pas être prévenus. Mais là, avec son application, elle va dire au médecin « J'utilise Stop Covid ». Et le médecin va lui dire « Voilà ». Le code à rentrer dans Stop Covid, c'est un code qui permet de confirmer que vous avez eu votre diagnostic positif. C'est un code de sécurité pour pas que n'importe qui puisse dire je suis positif. QR code, c'est ça? Alors c'est soit un QR code si on veut le faire en version visuelle, soit un code à taper. Et ça, c'est stocké nulle part. C'est juste pour être sûr que n'importe qui peut pas dire ça. C'est le laboratoire qui va vous le donner ou c'est le médecin qui va vous le donner. Et dès que je tape ça dans l'application va envoyer un message sur le réseau à toutes les personnes qui auront été enregistrées sur le téléphone au fur et à mesure des 15 derniers jours. Ça veut dire très concrètement, Jérôme Colombin, que vous recevez dans ce cas de figure une notification sur votre téléphone. Si vous êtes dans cet entourage et que vous avez téléchargé l'application, une notification qui dit quoi? Attention... Vous avez été en contact avec une personne susceptible, aujourd'hui testée positive, donc vous êtes susceptible vous-même d'avoir été contaminé. Mais on ne connaît pas le nom de cette personne. Absolument pas. Non, absolument pas, puisque c'est totalement, non pas anonymisé, c'est pas le terme exact, c'est pseudonymisé, mais ensuite, c'est-à-dire qu'on prend forcément les noms des gens à partir des mobiles, puis ensuite on les transforme en pseudonymes, et puis on découpe le pseudonyme, on le chiffre, et on le stocke dans une base de données où personne, en principe, ne va. Donc il y a quand même un certain nombre de sécurités. C'est vrai que sur cet aspect visible de l'application, l'aspect utilisateur, le but du jeu, si on a bien compris, c'est de gagner du temps, et en même temps, ce ne sera pas totalement du temps réel. C'est-à-dire que c'est pas parce que vous allez entrer dans le métro et qu'il y aura peut-être 4, 5, 10 personnes porteuses du coronavirus autour de vous que tout d'un coup, tout va biper. Ça ne va pas se passer comme ça. Puisque en réalité, ce sera surtout sur l'antériorité des contacts suite à la détection. Et il faudra que la personne contaminée le signifie. Pour rester sur le pratico-pratique, on n'est pas géolocalisé. Justement, c'était un des choix. On n'est pas surveillé, c'est-à-dire qu'on ne saura pas où sont sur le territoire tous les testés positifs. Il y a des pays qui ont fait des choix radicalement différents de la France. On a le cas d'Israël ou de la Corée du Sud. Dans ces pays, un autre choix démocratique a été fait. Leurs assemblées ont voté. En Israël, on a donné
aux services de renseignement la capacité d'intégrer l'intégralité des données des opérateurs mobiles, donc tous les données géolocalisées de tous les endroits où vous avez été dans la ville, près de chez vous, loin de chez vous, etc. Et le jour où vous êtes positif, ces données-là sont mélangées avec toutes celles qu'ils ont stockées sur tous les habitants et ils renvoient des alertes à tout le monde. C'est pas le choix de la France. C'est très efficace, mais alors en termes de protection des libertés individuelles, on est proche de zéro. Mais encore une fois, on ne juge pas, ça dépend du système culturel. En France, ce serait inacceptable. Donc qu'est-ce qu'on a choisi ? On a choisi un système où on va noter les interactions. Ce téléphone numéro XXX a été près de ce téléphone XXX. Tout à l'heure, vous avez dit on prend votre nom. Non, cette appli ne vous demandera jamais votre nom. À aucun moment, on vous demande votre nom. On ne sait pas qui vous êtes. Vous avez raison, l'appli ne prend pas le nom, mais on comme sait jamais. Dans le téléphone, elle est potentiellement pas très loin de mon identité. C'est ça là, que c'est la question des données personnelles. Qu'est-ce qu'on a comme garantie avec ce Stop Covid sur nos données qui forcément vont circuler ? Il y a deux façons de protéger les données dans la vie en numérique. Un, c'est d'en collecter le moins possible, ou pas du tout. Et deux, si on en collecte, c'est de s'assurer qu'elles ne sont pas toutes au même endroit et que l'endroit où elles sont stockées, il est très sécurisé. Donc, premier aspect, en collecter le moins possible. C'est le principe des codes de pseudonymisation. C'est ça. À la fin, c'est pas mon prénom ou votre prénom qui circule entre les téléphones ou avec une base de données, c'est un identifiant unique qui permet juste d'activer et de faire sonner une Et application. ces données, elles seront détruites ? Elles sont détruites tous les 15 jours. C'est-à-dire que dès qu'une donnée a été stockée plus de 15 jours, elle est supprimée parce qu'en fait, elle est inutile au-delà de 15 jours, puisque au-delà de 15 jours, vous n'êtes plus contaminé. Donc, le sujet, c'est vraiment comment j'en prends le moins et comment, si jamais on se fait hacker son téléphone, comment ça nous donne accès à rien d'autre. Alors, le problème, c'est que c'est absolument pas obligatoire, puisque vous avez choisi le volontariat. Stéphane, vous vouliez intervenir là-dessus ? Mais alors, on a une communion de pensée à distance incroyable, parce que j'étais justement sur le terme de l'obligation qui m'intéressait. Moi, j'entends des critiques sur cette application en disant oui, finalement, elle est assez inutile, elle a un côté gadget, parce que justement, elle n'est pas obligatoire et que pour être vraiment efficace, il faudrait qu'elle soit rendue obligatoire. Pourquoi ce n'est pas le cas ? Pourquoi on ne cherche pas à être plus efficace ? Jérôme Colombin. Parce qu'on n'a pas le droit. La CNIL l'a dit dès le départ, qu'il n'était pas question que ce soit ni obligatoire, ni lié à une quelconque récompense ou incitation, etc. Alors, pas d'avantage si vous exactement. Touchez rien si vous téléchargez l'appli. Tout à fait. C'est bien, mais moi, ça m'interroge sur un point. Ça va être, que vont être l'attitude des médecins. Je vais chez le médecin parce que je suis positif, voilà. Le médecin, qu'est-ce qu'il va faire par rapport à l'appli Stop Covid ? Est-ce qu'il va m'en parler ? Est-ce qu'il ne va pas m'en parler ? Est-ce qu'il a le droit de m'en parler ? Est-ce qu'il n'a pas le droit de m'en parler ? Est-ce qu'il a le droit de m'inciter à l'utiliser ? Ou au contraire, comment ça va se passer ? C'est vrai, qu'est-ce que vous allez faire ? Vous allez inciter les Français, il y aura de la communication, et les médecins, qu'est-ce qu'ils doivent dire ? Parce qu'ils ont aussi le fichier. Ils ont un autre outil, le fichier des malades. Ils ont une mission et une obligation qui est, à chaque fois qu'un patient positif se présente, de suivre un protocole qui est de demander au patient toutes les personnes qu'il a rencontrées. Mais, donc on est dans Stop un pays Covid, libre, ça s'ajoute à ça. On est dans un pays libre. Si le patient décide de mentir au médecin, il n'y a pas une police qui vient vérifier si vous n'avez pas menti au médecin. Donc c'est pareil avec l'appli. Il n'y a pas la police qui vient vérifier que vous avez installé ou pas installé l'application. Il y a aussi un secret médical en France qui fait que, où est la limite ? Il a le droit de dire, voilà, je vous conseille de prendre cette application-là. Écoutez, sur ce sujet, je ne vais pas m'aventurer seul ce soir à vous donner ce type de recommandations. Ce que moi je pense que c'est important que le médecin, dans sa posture de médecin, ait toujours une information neutre, maîtrisée, contrôlée. C'est à lui de décider en fonction des recommandations sanitaires ce qu'il veut donner à son patient, en fonction de son équipement, de son niveau de connaissance du sujet et de son état de santé. Pour revenir sur l'obligation, parce qu'en fait, on a très clairement une ligne de crête entre efficacité d'un côté, en Corée c'était obligatoire, et les libertés de l'autre. On a le sentiment qu'on a vraiment choisi les libertés, peut-être faut-il s'en féliciter. Mais si personne ne télécharge cette application, si vous avez très peu en pourcentage de la population, ce sera un gadget, ça ne servira à rien. Pendant le débat, pendant mon intervention, j'ai donné l'exemple de si jamais on n'avait que 10% d'utilisation dans le territoire, qu'est-ce qui se passe ? Aujourd'hui, on a 300 nouveaux cas par jour. 300 nouveaux cas par jour, ça fait 30 personnes par jour qui seraient détectées positives et qui auraient installé l'application Stop Covid. Ça veut dire que ces 30 personnes-là, il y a 10% des gens qu'elles ont rencontrés qui ont aussi l'application qui vont recevoir une alerte. 10% de 10%, ça fait 1%. Et c'est déjà 1% de la population qui, à chaque fois que quelqu'un va être détecté, va recevoir une alerte. Et si jamais la personne qui reçoit l'alerte, c'est un hyper-spreader, comme on dit, un hyper-diffuseur, comme par exemple un député. Un député, c'est quelqu'un qui rencontre près d'une centaine de personnes par jour, qui, même quand il met son masque, parle d'un peu près, tapote un peu les épaules, prend dans les bras, salue tout le monde. Si c'est un député qui reste chez lui,
Lui, il a peut-être épargné 100 personnes par jour à partir du moment où il s'est mis en confinement. Ça, c'est extrêmement important. C'est pour ça que même si on n'a que 1%, mais que ce sont les hyper jeunes, actifs, qui rencontrent énormément de monde, eh ben, ça va sauver les personnes plus âgées qui sont chez elles, qui se seraient fait contaminer en chaîne. Vous êtes d'accord avec cette analyse-là? Parce qu'on se dit, sans obligation, imaginons même que j'ai l'appli. Mais ce ne serait jamais passé si ça avait été obligé, de toute manière. Ça aurait été un carnage à l'Assemblée, enfin, ça aurait été une levée de bouclier. Mais il n'y a même pas d'obligation, par exemple, d'aller se faire tester si on vous dit, vous recevez la notification, vous avez rencontré une personne contact positive. Aucune obligation non plus de se mettre en quarantaine si vous avez été testé positif. Donc on se dit, on comprend mieux pourquoi certains pays sont plus efficaces que nous. C'est un peu le dilemme depuis le début de cette histoire. Hein. D'un côté, on reproche à l'État d'être trop directif, de parler aux gens comme à des enfants. D'un autre côté, on peut lui reprocher de ne pas être assez directif. Et bon, voilà, ce que vous dites, c'est une ligne de crête. Maintenant, je pense que le véritable intérêt de cette application, c'est que c'est une première. Et malheureusement, c'est peut-être pas la dernière, mais au moins, on va tester. Tout le monde va se tester. Le gouvernement va se tester, l'appli va être testée. Ça veut dire quoi, malheureusement, ce sera pas la dernière? C'est-à-dire qu'on aura peut-être à nouveau besoin de ce type d'application face à des pandémies futures, celle-là ou une autre. Celle-là ou une autre. Stéphane, vous voulez intervenir? Une petite objection. Allez-y. J'ai l'impression que là, on a une certitude, c'est que jamais les Français, jamais les députés n'auraient accepté une application obligatoire. Et j'ai l'impression, je crois me souvenir qu'on disait un peu la même chose, on craignait un peu la même chose du confinement, en disant on n'aurait jamais accepté le confinement, les Français sont des Gaulois réfractaires, ils ne le respecteront pas, vous verrez. En fait, tout le monde est resté tanké chez soi, il a été très bien respecté. Est-ce que ce n'est pas un peu le même biais de raisonnement sur l'appli? La demande de protection est très très grande depuis le début de l'épidémie. Il y a un vrai sujet culturel, c'est-à-dire que les gens étaient plus prêts à accepter de rester confinés chez eux que d'envisager quelque chose qui est, il faut le dire, assez nouveau. C'est-à-dire que le risque fantasmé autour de cette application, j'ai écouté les débats ce soir, pour moi, la plus grande atteinte aux libertés, c'est le confinement. Ce que je trouve terrible, c'est qu'on empêche les gens de se voir, les gens de travailler, les gens de circuler, les gens de s'aimer. Ça, c'est une atteinte majeure. Et pourtant, on l'a tous voté, et on l'a tous respecté, et on a tous suivi très patiemment les annonces du ministre de la Santé à chaque fois pour savoir si on allait ressortir ou pas. Et là, comment vous expliquez, par exemple, qu'en Italie, il y a une demande très claire sur la protection et la santé par rapport aux libertés? Ils ont été plus touchés que nous? Ils ont été bouleversés par de nombreuses choses. Après, le débat italien n'est pas du tout tranché. Il n'y a pas une majorité dans le pays qui est prête à accepter des mesures à l'israélienne ou à la Corée du Sud. C'est-à-dire qu'il y a quand même un équilibre en France qui est important. Si on parle du confinement, il faut aussi noter quelque chose. Il y a des pays où, si on ne respecte pas le confinement, on va en prison. En France, vous avez vu que pays de liberté, si on ne respecte pas le confinement, c'est une amende. Elle n'est pas très élevée. Et c'est parce qu'on est un pays de tact et mesure quand on utilise des mesures coercitives sur les libertés des personnes. Si jamais les Français ne l'avaient pas du tout respecté, on aurait eu un autre débat à l'Assemblée. Le Premier ministre est revenu nous voir en disant « Écoutez, le confinement avec 135 €, ça ne marche pas. Donc je vous demande de mettre une amende à 1 000 €. Là, on aurait eu un débat un peu plus dur. Et puis, si les Français l'avaient toujours pas respecté, on aurait dit faut renforcer. Ce qui est intéressant, c'est que notre pays a respecté. Donc, l'État n'a pas cherché à faire plus fort et le Parlement n'a pas eu besoin de se prononcer sur oui ou non. On doit faire peser sur les Français un poids plus lourd. C'est vrai que pour l'instant, un Français sur deux est inquiet. Si j'ai la place. Allez-y. C'est les joies des débats numériques, quelque part à distance. Un souci de la part de la majorité, de la part du gouvernement, de surtout pas donner le sentiment que c'est obligatoire, de surtout pas passer pour des ennemis de la liberté. Mais maintenant que l'appli existe, moi, je sais pas, mettons que j'ai une boîte de 100 personnes et je me dis, ça serait quand même moche qu'il y ait un seul de mes employés qui chope le Covid et qui foute la boîte en chômage partiel. Est-ce qu'il n'y a pas un risque que les entreprises, par exemple, forcent les employés à prendre l'application et donc que ça, finalement, la contrainte soit pas officielle, mais réelle? Jérôme Colombin, il avait l'air de lever le sourcil et vous répondrez après. Non, mais parce qu'il y a une réalité, c'est qu'on parle beaucoup de Stop Covid, qui est l'appli gouvernementale, mais il y a plein d'autres applis, il y a plein d'autres solutions techniques qui sont proposées aux entreprises. Mon patron peut-il m'obliger à télécharger ce type d'appli? Je ne sais pas s'il peut obliger, mais en tout cas, il a aujourd'hui des solutions à sa disposition et c'est des débats qui risquent d'avoir lieu dans les entreprises. La réponse est claire. Il n'a pas le droit de vous imposer d'installer cette appli. Ça, c'est sûr et certain. La ministre de la Justice l'a rappelé. Il est impossible d'imposer l'utilisation de cette application pour venir travailler. Mais le débat que vous soulevez,
est un débat de droit du travail actuel qui est en train d'épuiser tous les experts et tous les cabinets d'avocats et tous les services des ressources humaines. Que peut-on imposer à ces salariés ? A-t-on le droit d'imposer un contrôle des températures à l'entrée ? A-t-on le droit d'imposer aux salariés d'avoir un bracelet d'éloignement qui permet à chaque fois de s'assurer qu'on a les 2 mètres ? Quand Amazon se fait condamner, qu'on lui dit il faut augmenter ses mesures, quelles mesures a-t-il le droit de mettre en place ? Ce sujet est un sujet nouveau. Nous n'avons jamais connu à cette échelle des obligations de sécurité. Il n'y a que dans les lieux hyper sécurisés où on acceptait des limitations de liberté des salariés. Vous savez, quand vous travaillez dans une centrale nucléaire, vous acceptez beaucoup de choses. Vous rentrez avec une empreinte biométrique, vos données sont stockées, vous n'avez pas le droit d'accéder à certaines zones. Il faudra imaginer que dans les bureaux, on va accepter des choses qu'on acceptait avant que dans des lieux très sécurisés. Oui, on a changé d'air, au moins pour quelques semaines ou quelques mois. D'un mot, ce débat est terminé. Jérôme, vous la téléchargez ou pas ? Bien convaincu ? sûr, moi je vais la télécharger par curiosité, un peu par conviction aussi, et puis voilà. Mais je lui reproche quand même une chose, parce que je trouve qu'il y a beaucoup de positifs, mais il y a une chose très négative, c'est qu'on n'ait pas eu d'application européenne. On se retrouve avec des applications par pays. Ça, c'est un vrai problème. Pourquoi ? Sachant que certaines frontières vont rouvrir et que ça risque. Alors Cédrico l'a rappelé, on n'a pas réussi à faire la première application numérique ensemble, mais la France a fait cette application qui aujourd'hui répond à beaucoup des enjeux qu'on s'était donnés en commun, et nous avons continué le dialogue avec les autres pays, le dialogue continue avec l'Allemagne, et nous, on espère toujours les convaincre de rejoindre l'initiative qui n'a pas cessé. En fait, les initiatives sont parallèles. L'initiative commune continue, mais chaque pays a lancé la sienne en urgence. Moi, j'espère qu'on va continuer, qu'on va réussir à fusionner autour du meilleur projet. Allez, vous restez avec nous, ça va vous intéresser. C'est l'heure de la chronique d'Alex Taylor. Chronique très british ce soir, puisqu'au Royaume-Uni, Alex, c'est pas du tout Stop Covid qui préoccupe, c'est Stop Cummings. Expliquez-nous ça. Oui, Myriam, effectivement, Dominic Cummings est un SPAD, un Special Advisor, un conseiller spécial, ou même le préféré de Boris Johnson. C'était lui le prestidigitateur qui a porté le Brexit et les élections de raz-de-marée à Johnson en décembre dernier. Alors, le petit problème, c'est que, en dépit des consignes que lui-même avait imposées aux Britanniques, il s'est déplacé avec son épouse, et les deux étaient censés déjà être malades, avec son gosse de 4 ans, pour aller voir ses parents à Durham. C'est à 270 miles, donc en gros un aller-retour de plus de 800 km, alors que tout le monde était strictement appelé à rester dans leur home sweet home. Bon, ok, c'est pas très bien ce qu'il a fait, Dominic Cummings, mais est-ce que pour autant c'est une affaire d'État, Alex ? Non, mais je dirais presque que c'est pire, c'est une affaire de confiance. Vous savez, toute la campagne du Brexit, conçue par Cummings lui-même, était autour de l'anti-élite, the people's government. Et là, c'est l'élite nec plus ultra. Surtout qu'on a appris que 10 jours après leur arrivée à Durham, ils ont passé un après-midi dans le très beau château de Barnard, le jour, comme par hasard, de l'anniversaire de la dite épouse. Alors, il a tenté de se défendre en faisant une conférence de presse lundi ? Oui, mais c'est là que c'est devenu ubuesque, parce qu'il a expliqué cette petite escapade à ce château. En fait, il a pris la voiture quand même 80 km aller-retour à nouveau pour tester sa vision après le Covid, comme il n'était pas sûr, mais en même temps, il a embarqué son enfant et son épouse. Et c'est ça qui ne passe pas. La presse est furieuse. Même des pitbulls du Brexit qui ont soutenu Johnson et Cummings réclament sa démission, et le gouvernement de Johnson a fait une chute de 20% dans certains sondages ce week-end. Pourtant, Boris Johnson ne le lâche pas. Comment expliquer cet attachement à Cummings ? Écoutez, il y a 2 choses qu'on sait de Boris Johnson. C'est qu'il n'est pas fidèle, c'est le moins qu'on puisse dire. On ne sait même pas combien d'enfants il a. Et deuxièmement, il aime bien être populaire. Alors, à mon avis, Cummings a quelque chose, c'est de la conjecture, mais il y a ce rapport sur l'ingérence russe dans le référendum que Johnson refuse de publier en dépit des injonctions du Parlement même. Peut-être, c'est de la conjecture, mais il doit y avoir quelque chose, peut-être. Cummings lui dit, si tu me fais sauter, je te fais sauter avec en laissant fuiter le contenu de ce rapport. En tout cas, si seulement il y avait une expression en anglais pour « il y a anguille sous roche, there's an eel under the rock ». Merci beaucoup, Alex. Ça vous fait sourire ? Il doit partir, Cummings ? D'un mot ? Vous savez, c'est tout le sujet démocratique de l'exemplarité. Moi, je crois qu'il faut être exemplaire, mais que tout le monde est humain, donc... Merci beaucoup, Mounir Majoubi. Merci, Jérôme Colombin, d'être venu Merci. sur le plateau d'LCP.
On va parler à présent du quotidien des femmes et des hommes. Il y en a. Des hommes de ménage. Le député François Ruffin défend une proposition de loi pour améliorer leurs conditions de travail. Son texte a été vidé de sa substance. C'est courant en matière de texte de l'opposition. Ça s'est passé ce matin et c'est La République En Marche qui l'a vidé de sa substance. Alors il est très très en colère, vous allez le voir. Il a accepté de débattre dans un instant avec un député de la majorité. Mais d'abord, voyez le reportage de Nathalie Guilloire et Clément Perrault. Ils ont suivi un homme de ménage qui travaille à l'hôpital. Reportage. Mes affaires, donc là c'est mon t-shirt, mon pantalon et mes chaussures, et en dessous, ma gamelle pour ce soir. Il est 18h30 et Mustapha se rend à son travail. Agent de propreté dans un hôpital depuis 5 ans, il est à l'image des femmes de ménage que François Ruffin défend dans sa proposition de loi. À 57 ans, cet homme de ménage travaille de nuit, de 20h à 6h du matin. Donc là je vais prendre de la voiture, parce que je me déplace en voiture, en espérant que le périph' soit pas trop bouché. Donc on est parti. Des horaires difficiles, d'autant plus qu'il s'ajoute à un temps de transport conséquent. Quand c'est pas trop bouché, je mets 1 heure. Et quand la circulation n'est pas fluide, je mets 1h30 à peu près. Un déplacement qui lui coûte 250 € par mois en essence. Je n'ai aucune aide de transport. Après, c'est mon choix, ça. Mais hors de question pour lui de prendre les transports en commun. J'aurais plus de 2 changements à faire puisque j'ai 2 bus à prendre et 2 trams. Je suis déjà fatigué avec des horaires de 10 heures. S'il faut mettre encore 2 heures pour rentrer chez moi, les journées sont courtes. Tous les jours, Mustapha désinfecte des boxes d'opération. Un travail essentiel qui manque de reconnaissance selon lui. Il gagne 1 500 € net environ par mois. Un salaire qui comprend ses heures de nuit majorées de 20% entre 21h et 6h du matin. Le travail de nuit n'est pas reconnu du tout. On est là pour faire une prestation, on est des pions, c'est tout. Les conditions de travail ne sont pas les mêmes que la journée, parce qu'on est livré à nous-mêmes aussi. Et ça, c'est vraiment un stress. On doit prendre aussi des initiatives. Et tout ça, c'est pas payé, quoi. C'est pas... Donc on vit tout le temps avec le stress. Donc aux personnes qui nous disent que 20% c'est bien, ouais, je veux bien, mais bon, qui viennent travailler la nuit et après on verra. Il est bientôt 20h. Mustapha se rend à l'hôpital. Sa journée de travail va pouvoir commencer. Bienvenue sur ce plateau, François Ruffin. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes député insoumis de la Somme. C'est vous qui portez un texte pour revaloriser ces hommes et ces femmes de ménage, et pas simplement par de la reconnaissance, par du sonnant et du trébuchant. On va y venir. Bonsoir Gaël Le Bohec. Et merci d'être là. Vous êtes député La République En Marche d'Ille-et-Vilaine. Et puis derrière son écran, nous attend Géraldine Wössner pour sa chronique tout à l'heure. Est-ce qu'elle est avec nous, Géraldine ? Pas encore. Je suis là. Ah la voilà, les magies des webcams en direct. Journaliste au point, bien évidemment. On va parler de votre texte dans le détail, on va y venir, mais je voudrais savoir, pour rebondir un peu sur le sujet, comment vous est venu de défendre ces personnes-là. Je rappelle et je précise que cette proposition de loi, elle date d'avant le Covid. Bon, d'abord, il y a les gens qu'on rencontre dans son coin et donc qui vous font part de leur quotidien, de leurs horaires compliqués, parce que c'est presque un privilégié, entre guillemets. La personne qu'on a vue, elle travaille en continu, de nuit, certes de nuit, mais en continu. Et il y a plein d'horaires qui sont en fait avec une énorme amplitude tôt le matin, tard le soir. On essaie de cumuler des boulots pour s'en sortir. Bon, et ça, c'est le quotidien. Et ensuite, par exemple, il y a la lecture du livre de Florence Aubenas, Le Quai de Ouistreham, qui, de l'intérieur, témoigne de cet écrasement de ceux qui sont tout en bas. Donc voilà, ça allait de soi pour moi que dans la durée de mon mandat, j'essaye de porter de ça. Mais aux côtés d'autres métiers, par exemple, comme auxiliaire de vie sociale, animatrice périscolaire, beaucoup de métiers féminins d'ailleurs, qui sont des métiers un peu marginalisés. C'est vrai qu'on a en tête cette phrase d'Emmanuel Macron, qu'il prononçait déjà le 16 mars. Trop de métiers, alors je cite de mémoire, mais mal payés et peu valorisés. Avant de venir sur les propositions et le détail concret des mesures, monsieur le député, est-ce qu'il faut que ça change sur le constat? Est-ce qu'il faut que ça change pour ces femmes et ces hommes-là? C'est évident. C'est évident qu'il y a des sujets, et moi je remercie François Ruffin d'avoir mis le sujet sur la table, à la fois parce que le sujet il doit être posé, le président de la République en a parlé, Marlène Schiappa, secrétaire d'État, en a parlé, c'est un sujet qu'on doit discuter, et sur lequel on doit avoir des objectifs précis, sur lequel on doit avancer. Et François Ruffin le fait avec passion, donc c'est intéressant d'avoir ce débat-là, d'emmener du débat parlementaire sur le sujet, je crois que c'est l'occasion de le faire.
Alors, il le fait avec passion, mais il n'était pas très content de la manière dont ce texte a été vidé de sa substance. Et on va vous voir très en colère, mais dans quelques instants. On va parler du texte. Allons-y. Vous me demandez pourquoi. Il y a aussi simplement ce qui se passe dans les étages du dessus. Vous savez, quand vous discutez avec les femmes de ménage, et là, leur fille, je paye, et qu'elles sont à 740 €, 780 €, 780 € dans l'Assemblée nationale, là où nous, on est payé 5 800 €. À un moment, on ne peut pas en ressentir autre chose qu'une honte. Et quand on s'interroge sur leur quotidien et qu'elles nous disent bah voilà, je me lève à 4 h du matin, je prends un bus, je prends le train, je prends le RER, des fois je pleure, je viens pour 3 heures à 10 €, ça fait 30 € et je rentre chez moi. Je veux dire, là, il y a sous nos pieds, les micros, le carrelage et ainsi de suite, il y a une injustice qui est devant nous. Et autant dire qu'avec l'épidémie, ce travail est évidemment encore plus important, puisqu'il s'agit de faire en sorte que tout soit propre. Je voudrais qu'on parle du texte. Vous pouvez nous expliquer, il y a une mesure phare sur la première. Parlons d'abord des horaires décalés et des 50% de majoration que vous réclamez. Précisons les choses. Il faut savoir que 97% des femmes et hommes de ménage travaillent en horaire décalé, c'est-à-dire en gros entre 6 h et 9 h le matin et entre 18 h et 21 h le soir, puisqu'ils cumulent de boulot, avec donc une amplitude horaire qui fait que qui détruit la vie familiale. En plus d'avoir un mauvais salaire, il y a une destruction de la vie familiale. Donc c'est comment on fait, alors que tout le monde considère que c'est un problème. Les syndicats de salariés, les salariés, les patrons, le syndicat de patrons qui nous dit depuis 2008, on fait des tables rondes, on invite le ministère, tout le monde se met autour de la table, mais ça n'avance pas. Moi, ma proposition, c'est de dire, eh bien, les horaires entre 6 et 9 h du matin et entre 18 h et 21 h le soir, ils vont être payés 50% de plus. Et de cette manière-là, ça va inciter les donneurs d'ordre, l'Assemblée nationale, les universités, l'hôpital, à dire bon, on ne veut pas trop payer, donc on va réintégrer les femmes de ménage. Alors, les donneurs d'ordre, pour être précis, donc c'est l'entreprise dans laquelle ces femmes et ces hommes de ménage travaillent. Mais dont elles ne sont pas salariées. Directement, puisque souvent ce sont des entreprises de sous-traitance qui les emploient directement. On va rester simple sur les 50% de majoration. Pourquoi c'est non ? Alors, le message, il est très très clair. La question et la volonté, elle est qu'on puisse passer, et on le voit dans cette personne-là. Moi, j'ai travaillé de nuit. Vous savez, on dit souvent, quand on fait des études statistiques, que le travail entre minuit et 5 heures, il est perdu à la fin de sa vie. Et vous regardez les gens qui ont fait l'ensemble de leur carrière de nuit, c'est de la pénibilité. Alors pourquoi non ? Parce que le non, il est qu'on veut aboutir à du travail entre 9 h et 18 h. À l'image du télétravail, l'idée, c'est de dire, par défaut, ces travailleurs-là, ils doivent travailler entre 9 h et 18 h. Donc vous voulez inciter à travailler pour les femmes de ménage en journée. Exactement. Là, ça peut-être être incitatif, parce que si vous demandez 50% de plus pour ces horaires décalés très tôt le matin, ça ne va pas forcément... On fait le parallèle, par exemple, avec le télétravail. On nous disait que ce n'est pas possible, le télétravail, et l'occasion justement d'être, pendant le coronavirus, d'avoir développé le télétravail, parce que c'est incité et c'est obligatoire. Sauf à expliquer que c'est pas possible, ainsi de suite. Et on voit bien comment le télétravail, il a avancé énormément. L'idée, c'est de faire la même chose, comme l'ont fait les pays nordiques, avec des grosses discussions, justement, avec l'ensemble des partenaires. Et ils ont réussi à mettre en place, aujourd'hui, dans les pays nordiques, c'est 90-95%. Et François Ruffin le rappelait ce matin en audition. Voilà, et ils ont réussi ce travail-là par la négociation. Nous, apparemment, on ne veut pas les voir, ces personnes. Peut-être qu'il faut s'interroger là-dessus. Géraldine, elle a passé pas mal de coups de fil aujourd'hui à des employeurs et des patrons d'entreprises de nettoyage. Ils en pensent quoi de cette proposition des 50% de plus cher pour les horaires tôt le matin ? Ce qui frappe un peu tout le monde, c'est que depuis 2 ans déjà, le sujet revient régulièrement sans que les choses avancent. Alors on peut dire que c'est à cause d'un gouvernement méchant qui mépriserait ce personnel. Je pense que c'est un peu plus nuancé. Le constat, tout le monde le partage. Oui, les conditions de travail des agents d'entretien, 550 000 emplois quand même, on ne l'a pas dit, quasiment invisibles, sont difficiles. 85% sont en CDI. 2/3 de temps partiel, donc concrètement, M. Ruffin l'a très bien dit, les gens arrivent à 6 h du matin, ils travaillent 2 heures, ils repartent, ils reviennent le soir, tout le monde voudrait que ça cesse, c'est humain. Mais la réalité, Myriam, c'est que personne n'est vraiment prêt à en payer le prix. Précisément, c'est-à-dire la France
Insoumise veut majorer les heures supplémentaires, mais sans peser le fait que l'État emploie plus de la moitié de ses personnels. Il est impécunieux, l'État, il n'a pas forcément les moyens de révolutionner ses pratiques. Personne ne veut payer. Et puis En Marche veut laisser ça à la négociation collective, alors menace l'employeur de devoir justifier son refus des heures de jour. Alors franchement, même les patrons auxquels j'ai parlé ont trouvé ça franchement assez mou. Le vrai problème finalement, c'est que nos députés, vous messieurs, vous n'arrivez pas à construire ensemble une stratégie pour faire bouger les choses. Or, on a besoin de stratégie parce que le problème est sociétal. Qui refuse ces horaires ramassés à la journée ? Ce ne sont pas les patrons, ce sont les clients des entreprises de nettoyage, les salariés de ces clients qui ne veulent pas qu'on passe l'aspirateur quand ils sont au téléphone, qu'on leur demande de lever les pieds sous leur bureau, qui râlent quand les toilettes sont bloquées 1 heure dans la journée. On a collectivement, les Français, une révolution culturelle à faire pour admettre que, bah oui, cette personne qui fait le ménage, elle a autant le droit que moi d'avoir une vie de famille, de voir ses enfants, et que ça implique que je m'adapte. Vous touchez du doigt un problème. D'autres l'ont eu. Oui, je voudrais juste vous interroger sur cette question culturelle, et puis vous nous direz, Géraldine, comment ça se passe ailleurs, pourquoi on arrive à avoir des phases de ménage dans des bureaux à 15h de l'après-midi et pas nous. Il est culturel, ce sujet-là. Il est culturel, mais il est quand même aussi économique. Ça a été dit, voilà, il y a eu un enjeu qui a été fait depuis 20 ans d'externalisation de sous-traitance. Pourquoi ? Pour aller gratter, et je suis désolé, mais d'aller gratter sur les personnes qui sont les plus fragiles et qui occupent des emplois nécessaires, utiles, essentiels, mais en même temps qu'on peut, par le jeu de la loi du libre marché, aller chercher moins cher. Donc voilà comment ça s'est fait. Et on a été gratté sur tout ça. Moi, je pense qu'en effet, on le mesure très bien, du coup, à la France Insoumise, que ça va avoir un surcoût pour l'État. Mais je veux dire, quand on est capable de donner 5 milliards pour Renault, quand on est capable de donner 8 milliards pour l'industrie aéronautique, est-ce que quand on constate qu'il y a une injustice, et une injustice majeure, à la fois sur les salaires et sur les horaires, on n'est pas capable, là, d'être exemplaire et de lâcher un peu sur cette question-là ? En tous les cas, je voulais vous dire, et parce qu'on va voir cet extrait, ça vous a mis en colère, mais vous êtes coutumier du fait, il faut le dire, parce qu'on a l'habitude, est-ce que vous poussiez des coups de gueule dans l'hémicycle, je voudrais vous interroger là-dessus, mais on va vous revoir, parce que c'était non sur cette proposition de majoration de 50%, et puis c'était non également pour que les femmes de ménage, même employées par des sous-traitants, puissent bénéficier des conditions sociales des entreprises dans lesquelles elles font le ménage. Regardez votre réaction, vous réagissez après. Vous venez de vider complètement le texte. Moi, j'avais 2 mesures. Un, c'était on survalorise les heures tôt le matin et tard le soir. Vous l'avez viré. C'était les conditions de salaire à l'intérieur de l'entreprise sont les mêmes pour le sous-traitant. Vous l'avez viré. Vous changez le titre. Il n'y a plus parlé d'encadrement, il n'y a plus parlé de sous-traitance, il n'y a plus parlé de maltraitance. Et à la fin, ça serait supposé être mon texte. Qu'est-ce qui vous a mis à ce point en colère ? Parce que ça arrive souvent. Vous êtes, vous êtes sanguin. Oui, non, mais vous savez, déjà, il ne faut pas nous prendre pour des imbéciles quand même. Soit on vide complètement le texte, on change le titre et on vous dit que c'est vous qui allez être le rapporteur dans l'hémicycle. C'est pas possible. C'est la présidente de la commission. C'est une manière de faire. Et en plus, on ironise. Ah bah tiens, vous votez contre votre texte. Forcément, ça n'a plus rien à voir avec le texte qu'on avait au départ. Mais il y a une volonté aussi de faire parler. Non, parce que ça marche. Moi, je suis désolé, mais je venais de toute façon sans illusion. Je viens sans illusion parce que je n'ai pas d'illusion sur la majorité, mais je venais sans illusion sur le fait qu'une proposition soit adoptée. En revanche, je me disais, qu'est-ce qu'ils vont proposer en face ? Et c'est le vide. C'est le vide. Alors, Gaël voilà. Et donc, c'est qu'on enlève mes 2 articles et on met du vide à la place. Il y a un amendement sur le... Vous donnez au dialogue social 6 mois pour parvenir à un accord. Il y avait la question financière de la surmajoration des heures avant-après. Moi, l'objet, il n'est pas de compenser la pénibilité. L'objectif, il est qu'on puisse travailler de 9h à 18h. Donc, ce serait laisser les gens en maltraitance que dire bah oui on surcompense et du coup bah on laisse et on accepte une situation et on ne veut pas la changer. Là vous voyez bien que c'est un moyen de contrainte. Je reviens. Si ça coûte beaucoup plus cher, ça n'est pas possible pour les employeurs. D'obliger le télétravail aussi, c'est une contrainte aussi d'obliger le télétravail et dire il faut motiver si c'est pas possible. Et déjà qu'on ait les discussions là aujourd'hui, ça va permettre aux gens de réfléchir. Vous faites confiance au dialogue social. Deuxième chose, vous leur donnez combien de temps aux syndicats pour agir? Il faut qu'on regarde, c'est peut-être des discussions qui sont justement à mettre et à dire au bout de 6 mois, au bout d'1 an, au bout de 2 ans. C'est quoi les discussions? Est-ce qu'on a eu des discussions avec les syndicats? Et je voulais revenir sur ça parce que pour moi c'est le plus important. Je vais revenir sur l'idée, vous avez dit tout à l'heure, et François Ruffin l'a dit, vider le texte, ça veut dire quoi? Moi, je vais remonter juste un tout petit peu en amont.
Parce que ce qui est dommage de la France Insoumise, c'est d'empêcher le travail parlementaire. Parce que vous avez dit que le texte, il a été travaillé avant. Moi, le texte, il a été déposé à l'Assemblée le 12 mai. Donc on aurait aimé le travailler plus tôt. Et probablement, c'est peut-être pour ça que François Ruffin n'a pas mais c'est inconcevable, simplement cette question, c'est inconcevable de voter ne serait-ce qu'en partie un texte de l'opposition. Pas forcément les Insoumis, ça peut être les Républicains, mais est-ce que c'est possible Je vais vous expliquer le détail. C'est vrai que c'est pas très fréquent. J'aurais aimé, parce qu'on a travaillé aussi sur une proposition de loi de sa collègue Clémentine Autain, sur les cantines, que je connais plutôt bien, sur lequel on a validé plus de la moitié des articles, et la France Insoumise a refusé de le mettre à la niche de la semaine prochaine. Du coup, en urgence, on est obligé de rajouter d'autres textes comme celui-là, qu'on prépare tous mal. Parce que François Ruffin, il n'a pas pu auditionner les syndicats. C'est dommage de ne pas auditionner les syndicats. Alors, donc je vais revenir juste, parce que c'est important, ça, en un mot, c'est que ça donne une légèreté, finalement, et une gesticulation qui essaye de compenser de l'impréparation. Mais ça, c'est pas acceptable. C'est-à-dire qu'on doit tous ensemble. Et quand vous dites le texte, il a été on va visé... se redonner rendez-vous, si vous voulez. Quand le texte, vous dites qu'il a été vidé, il y avait 3 articles. Le premier, et ce serait intéressant de dire à votre collègue journaliste, est-ce que les entrepreneurs, ils ont dit que c'était possible de mettre en place? Le premier, quand vous êtes entrepreneur, c'est pas possible de mettre en place. Comment quelqu'un qui travaille dans 5 entreprises, il pourrait dépendre de 5 conventions collectives différentes? Pardon, mais... Comment sur le temps de travail? Il y a des temps de travail qui sont lissés à l'année, des temps mensuels. On va laisser réagir. Vous êtes plus jacobin. Géraldine, allez-y. Voilà. Plus jacobin c'est que pas jacobiniste. Quand vous parlez aux syndicats et aux entreprises, c'est pas une loi qu'elle vous demande. Elle vous demande un accompagnement. En Finlande, en Suède, le travail de jour, c'est la norme pour les femmes de ménage. Elles travaillent de 6h du matin à 16h, comme tout le monde. Plus proche de nous, la Belgique a eu une approche constructive. C'est qu'avant de faire des lois, ils ont fait des études. Ils les ont interrogées pour cerner les problématiques, tout ce qu'il y avait à changer en termes d'organisation du travail, parce que c'est énorme tout ce qui a à changer. Et ensuite, une grosse campagne de communication a été lancée dans les bus, dans les cinémas, pour forcer la prise de conscience de ceux qui travaillent aux côtés de ces gens de ménage. En France, ça n'a jamais décollé. Et ça n'a pas décollé sans doute du fait de ces joutes politiques qui font perdre du temps parce que vous n'arrivez pas à avancer ensemble. Et merci. Je trouve ça vraiment dommage. Non mais c'est important. Donc article 1, on ne peut pas le mettre en place. Article 2, il a été voté avec un amendement de François Ruffin. D'accord ? Article 3, on n'a pas le même objectif, on n'y va pas pareil. On pense, comme le télétravail, il faut obliger et expliquer si on ne peut pas. Alors je suis d'accord avec votre collègue, on aurait dû le travailler plus en amont. Il a été déposé il y a 15 jours. C'est difficile. Mais dire un texte, il a été vidé, alors qu'il y a plus de la moitié qui a été gardé, je ne peux pas vous laisser faire ça. On a bien compris, vous aurez le mot de la fin, vous portiez ce texte sans surprise. Vous êtes dans l'opposition, vous n'avez pas été entendu et on entend qu'il y a une piste côté dialogue social. Non, mais d'abord, moi, je veux dire, il y a un ministère du Travail et il y a un ministère de l'égalité homme-femme. Donc, je veux dire, ça fait 3 ans qu'ils sont aux affaires, ça fait 3 ans qu'ils pouvaient agir sur la question, ça fait 3 ans que rien n'a été fait. Moi, je suis un petit député de l'opposition, je viens présenter des textes parce que ça correspond à ma sensibilité. J'entends qu'il ne soit pas la perfection incarnée, mais en tant qu'alerte, eh bien, je fais mon travail d'alerte et pour l'instant, ce que je vois, c'est le vide en face. Ce qui est proposé quand on renvoie à la négociation collective, qui ne fonctionne pas, entre autres parce que les salariés n'ont pas de capacité de pression sur le donneur d'ordre lui-même. C'est-à-dire ici, les femmes de ménage, de toute façon, elles ne peuvent pas faire pression sur l'Assemblée nationale elle-même, et de même dans les hôpitaux. Donc la négociation collective ne marche pas. Ce que nous demandent les syndicats, c'est une loi qui permettrait d'encadrer les choses. Et aujourd'hui, le comportement de la majorité, en renvoyant comme ça, c'est Ponce Pilate. On sait qu'il y a un rapport de force qui est complètement déséquilibré en défaveur des salariés qui sont complètement écrasés, et on sait que demain, dans 6 mois, dans 1 an, dans 2 ans, ça va continuer. Bon. C'est dit, rendez-vous dans quelques mois, on verra si oui ou non ça continue ou ça ne continue pas. On a dit beaucoup de choses. Merci. Je vous propose, d'accord, puisque vous le dites, dans 1 an, rendez-vous dans 1 an ici, ou alors pour la journée internationale du droit des femmes, parce que ce sont à 80% le rendez-vous, c'est le 8 mars. Et rendez-vous le 8 mars ici, et on voit comment le dossier a avancé. J'y serai avec vous, François Ruffin, merci. On va parler maintenant d'un autre sujet. Vous savez qu'il y a une commission d'enquête qui a été actée hier soir. Vous restez avec nous, François Ruffin, sur la gestion de la crise sanitaire. Et c'est Thomas Després qui nous raconte tout ça, n'est-ce pas Thomas ? Où êtes-vous ce soir ? Oui Myriam, cette commission d'enquête, elle débutera ses travaux dans quelques jours. Je vais vous expliquer. Jingle.
Alors vous le savez peut-être, depuis 2 mois, les députés sont réunis en mission d'information sur l'impact, la gestion et les conséquences dans toutes ces dimensions de l'épidémie de coronavirus. Ils ont mené 16 auditions de ministres, représentants syndicaux, maires ou encore de scientifiques. Ils ont maintenant fini leurs travaux et comme l'avait promis Richard Ferrand, la mission d'information va changer de forme. La mission pourra se voir confier les prérogatives des commissions d'enquête et sera amenée à évaluer l'impact des décisions prises par les pouvoirs publics et à retirer les enseignements de cette crise sans précédent. Alors cette commission d'enquête, elle a des pouvoirs très importants. Convocation obligatoire sous peine de sanctions pénales, audition sous serment, pouvoir d'investigation, bref, un vrai travail d'enquêteur. Et ce sont les députés Les Républicains qui ont demandé que la mission d'information se transforme en commission d'enquête dès maintenant. Alors on est allé rencontrer leur président. Bonjour Damien Abad. Bonjour. Il était temps que cette mission d'information se mue en commission d'enquête? Oui, c'était notre demande. Au départ, on avait voulu attendre tout simplement que l'épidémie ralentisse. Il est hors de question pour nous de faire une commission d'enquête pendant que nos personnels soignants se battent pour sauver des vies dans les lits de réanimation. Donc je crois que nous sommes prêts pour mettre en place cette commission d'enquête pour répondre aux attentes, aux questions, aux interrogations légitimes des Françaises et des Français. Il faut apporter des réponses et des solutions pour l'avenir. Et les députés Les Républicains auront une place importante puisque le rapporteur général de la commission d'enquête sera issu de leur rang. Mais cela ne plaît pas à tous les groupes. Les députés communistes, par exemple, parlent de manœuvres grossières destinées à percuter la commission d'enquête qu'ils avaient eux-mêmes demandée. Bonjour André Chassaigne. Bonjour. Alors comme ça, on vous a empêché de faire votre propre commission d'enquête. Oui, parce qu'on a déposé le 8 avril cette commission d'enquête, le droit de tirage. Et pas de nouvelles de la commission des affaires sociales. On voit bien que la majorité a voulu gagner du temps et n'a pas voulu que notre commission d'enquête démarre. Or, c'est un droit constitutionnel. Et du coup, qu'est-ce que vous allez faire? On s'est donc opposé. Il va y avoir un débat dans l'hémicycle, avec intervention du gouvernement et avec mon intervention qui explique pourquoi on a manifesté notre opposition, et puis un porte-parole, je ne sais pas, ça sera vraisemblablement des Républicains, pour contrecarrer ce que l'on peut faire valoir. Alors du côté de la majorité, pour eux, il n'y a pas de sujet. L'essentiel, c'est le fond. Je crois que le temps dans lequel on se trouve n'est pas un temps de polémique ou de débat sur les procédures qui doivent être celles du Parlement. Le Parlement se saisit d'une commission d'enquête pour aller regarder dans le détail ce qui a bien fonctionné, ce qui a moins bien fonctionné. Les oppositions sont évidemment naturellement associées pour apporter toutes les réponses et tous les éclairages nécessaires aux Françaises et aux Français dans la gestion de la crise. Cette commission d'enquête, elle va débuter ses travaux dans quelques jours et durera 6 mois. Mais ça, on aura l'occasion d'en reparler dans ma journée à l'Assemblée. Voilà, les députés ont 6 mois pour enquêter, pour convoquer des ministres, le Premier ministre, essayer de comprendre ce qui s'est passé, notamment au début de la crise avec la pénurie de masques et de tests. Vous faites confiance à cette commission d'enquête pour parvenir à éclaircir un certain nombre de points? J'aurais bien voulu qu'il y ait la commission d'enquête du groupe communiste aussi, puisqu'elle avait été réclamée. C'est un droit de tirage, je ne vois pas pourquoi ils ne l'ont pas eu. Ça permettrait ce pluralisme, c'est la première chose. Ce que je veux dire là, c'est que... aujourd'hui encore, on a un souci dans la gestion de la crise. C'est-à-dire que dans les surblouses, par exemple, des soignants, ce sont toujours des bénévoles chez moi, dans mon coin, qui fabriquent les surblouses. C'est toujours pas approvisionné par l'État. Donc ça veut dire que faut pas faire comme si c'était terminé. C'est toujours pas normal. Bon, moi je lis ça à la désindustrialisation voulue du pays ces 30 dernières années, quoi. C'est-à-dire que pour faire le lien avec les femmes de ménage, en fait, on a contribué à dégrader les métiers des classes populaires, à la fois plutôt masculins dans l'industrie et féminins dans le tertiaire. Et c'était le grand mouvement qui, au fond, est au cœur du malaise français. Le malaise français des Gilets jaunes, c'est l'écrasement des bas salaires, c'est la peur que demain on vive moins bien. Et finalement, la crise du Covid, pour l'essentiel, sur ces produits-là, c'est une crise de l'industrie. Vous avez vu que le président de la République craindrait, selon certains papiers de presse, une candidature un peu trublionne pour 2022 à la BP Grillo, un comique à la Coluche. Jean-Marie Bigard, aujourd'hui, par exemple, dit qu'il était ouvert à la possibilité. Ça vous inspire quoi ? Ça m'inspire que l'histoire, elle s'est rouverte, mais déjà et on a eu un troublion aussi qui s'est présenté en 2017 et qui l'a emporté par effraction, c'est lui-même qui le dit. Donc voilà, on a une histoire qui est ouverte et c'est pas toujours la même histoire qui doit se répéter. Elle vous intéresse cette histoire ? Oui, moi ce qui m'intéresse, je l'ai dit, je le répète, c'est d'ouvrir un chemin d'espérance entre l'extrême droite et l'extrême argent.
entre Macron et Le Pen. Il faut ouvrir un chemin. Voilà mon objectif qui est clair, qui est net pour demain. Eh bien, c'est dit. Merci. Le rendez-vous est pris pour un droit de suite sur ce dossier des femmes de ménage. On termine comme chaque soir avec le jour d'après. Ce soir, le thème, on va s'intéresser à la question du deuil. Comment a-t-on pu, notamment juste au début de la crise, laisser les malades seuls à l'hôpital et parfois faire des enterrements sans qu'il y ait la dignité nécessaire de la présence des familles. C'est le psychanalyste et psychiatre Serge Effez qui à la fois témoigne et nous livre ses analyses. Regardez. On est où là chez vous? On est dans votre bureau? Dans mon bureau, devant ma bibliothèque. Belle bibliothèque. Oui, ça fait un joli décor. Bonjour Serge Effez. Bonjour. C'est la question de la mort et du deuil qui sont complètement bouleversés dans cette crise sanitaire que l'on va aborder avec vous, les rites, les cérémonies, les hommages, après, comment les réinventer. D'abord, la France a été donc un temps ce pays qui n'a pas permis à la fois d'enterrer ses morts dignement et d'accompagner ces malades en fin de vie. Vous, le psychanalyste et le psychiatre et aussi l'homme que vous êtes, n'a jamais accepté cette décision. Pourquoi ? D'abord, je ne l'ai pas accepté sur un plan personnel parce que j'avais moi-même une vieille maman en EHPAD qui a été touchée par le virus. Donc, j'ai vécu personnellement ce que pouvait être ce drame, ce que pouvait être le drame du confinement des personnes âgées avec qui on n'avait plus de contact depuis des semaines, alors que j'avais des contacts quasiment quotidiens avec elle, et le drame d'apprendre qu'elle est malade sans avoir la possibilité d'aller la voir. Heureusement, j'ai pu user, moi, de mon statut, de mes prérogatives de médecin pour passer les dernières heures avec elle, et je me suis rendu compte à quel point c'était important, à quel point, finalement, c'était de l'ordre de notre humanité, de l'ordre de la dignité de nos sociétés, d'accompagner nos parents, nos grands-parents, jusqu'à la fin de leur vie, comme ils nous ont accueillis quand nous sommes venus au monde. Et j'ai mesuré là, au fond, la folie dans laquelle on était avec ce virus, c'est-à-dire c'est comme si la peur que cette épidémie a provoquée, et on peut le comprendre, nous avait fait perdre tous les cadres normaux de ce que sont les rapports humains et de ce que sont les rapports dans une famille. Bien sûr, il faut prendre des précautions, bien sûr, il faut mettre des masques, il faut de la distanciation, il faut prendre toutes les précautions nécessaires, mais couper complètement les liens avec nos parents, c'est de la démence. Cette question de l'accompagnement, du dernier adieu, de l'ultime présence, elle dépasse largement la question des endeuillés, elle est de l'ordre de notre civilisation. Absolument, c'est toute notre civilisation. Il n'y a pas une seule civilisation digne d'être appelée civilisation qui n'a pas inventé tous ces cultes et ces rituels autour de la fin de vie et tout cet accompagnement des morts. Ça fait vraiment partie de notre dignité d'être humain. C'est le lien qui nous relie. C'est ça. Ce seuil-là, cet accompagnement entre la vie et la mort. Oui, c'est ce lien à l'autre qui nous accompagne depuis notre naissance et qui est notre oxygène. Alors, on a besoin évidemment de cet oxygène pour respirer. On a besoin de ce lien pour se sentir vivant et se sentir exister. Le bébé, dès qu'il sort du ventre de sa mère, il a besoin d'être tenu, d'être contenu, d'être choyé, d'être bercé, d'être nourri. Et ça continue tout au long de notre vie. C'est le même lien qui se transforme tout au long de notre vie, et plus on gagne en âge, plus on revient peut-être à ces besoins fondamentaux du nourrisson, où on n'entend pas bien, où on a peur, on est angoissé, on a plus besoin de l'autre. Besoin de toucher, d'être caressé, d'être regardé, et ça, les tablettes et autres réseaux sociaux n'y parviennent pas. Bien sûr que non. Alors évidemment, c'est mieux que rien d'avoir un contact par Skype que rien du tout. Mais on le voit bien. Enfin, moi, je l'ai vu avec ma mère. Je l'appelais par Skype tous les 2-3 jours, mais ça lui disait rien. Elle entendait une voix, elle savait pas d'où ça venait. Elle reconnaissait à peine qui c'était. Elle regardait de tous les côtés pour savoir d'où venait cette voix. Enfin bon, ça n'avait pas beaucoup de sens. Alors que juste prendre la main de l'autre, même sans parler, et avoir ce contact corporel, c'est beaucoup plus important que les paroles échangées. C'est pour ça que vous l'avez fait, ce témoignage, pour faire prendre conscience des traumatismes qu'on allait
qu'on allait engendrer en continuant à appliquer ce genre de règles. Tout à fait, parce qu'a priori, j'ai pas de raison de parler de mes expériences intimes comme ça devant un grand public, mais ça m'a paru important de le faire pour incarner un peu ce discours autour de la nécessité de réformer ces relations et cet accueil auprès des personnes âgées. Et heureusement, j'espère y avoir un petit peu contribué à ma manière. Alors justement, Oui. diriez-vous que tout a changé aujourd'hui? Depuis le 13 avril, c'est vrai que le président de la République a expliqué qu'on pouvait organiser une présence des familles, aussi bien dans les EHPAD qu'à l'hôpital. Est-ce que vous avez un petit peu de retour d'expérience? Oui, absolument. Ça a été très vite parce que les familles, je peux vous dire qu'ils ont entendu le message. Vous ne pouvez pas savoir le nombre de messages de familles que j'ai reçus après mon témoignage par mail, par lettre, par message téléphonique, des gens en larmes au téléphone qui disaient « mais aidez-nous, aidez-nous, on vit une situation insupportable avec nos parents ». Et là, évidemment, les familles, ils ont entendu ce message et ils ont massivement étaient dans les EHPAD et dans les maisons de retraite pour exercer ce droit de visite vis-à-vis de leurs parents. Vous disiez tout à l'heure qu'être là, jusqu'au bout, relevait de la civilisation, de l'humanité, que ces règles, d'une certaine façon, pouvaient s'apparenter à une forme de barbarie. Et ça remonte, on voit bien, le droit à une sépulture, très très loin dans l'histoire. On pense à Antigone, bien sûr. Est-ce qu'on peut s'en remettre? Parce qu'il y a des familles qui n'auront pas pu profiter de ces nouvelles règles moins drastiques. Quelle blessure psychique demeure? Quel traumatisme? Il y a un traumatisme, il y a une blessure. Beaucoup en ont témoigné auprès de moi. Je pense que ce traumatisme peut se suturer, que ces blessures peuvent se panser si justement quelque chose de civilisé s'organise autour du deuil et autour de la disparition. Lorsque nous sortirons de ce confinement, il est évidemment toujours possible d'organiser des cérémonies, des soirées où on parlera du mort, où on échangera des lettres, des hommages, des mots, des photos, des vidéos, enfin bon, tout ce qu'on peut faire autour de ça, et où surtout le groupe familial et amical pourra se resserrer et éprouver ensemble autour de cette disparition. Parce qu'au fond, c'est ça le plus important dans les rituels collectifs, c'est d'éprouver ensemble. C'est cette résonance émotionnelle entre toutes les personnes qui ont connu le défunt et qui participent à son départ. Parfois, c'est très joyeux, hein, il y a beaucoup de rires qui circulent aussi, parce qu'on évoque les bons souvenirs, c'est pas forcément quelque chose de tragique, mais en tout cas, c'est cette résonance très particulière que le groupe peut ressentir à ce moment-là. Et puis, il y a les enfants face à un deuil, à la perte d'un grand-parent, face à une épidémie imprévisible. Comment on fait avec les enfants? Qu'est-ce qu'on doit leur dire pour leur faire accepter parfois un deuil très difficile, dans lequel peut se mêler aussi de la culpabilité? Alors, s'il y a de la culpabilité, c'est difficile de pas le transmettre parce que les enfants le sentent dans la façon dont on leur parle. Donc, je dirais que le premier travail des adultes, c'est déjà de se débarrasser de cette culpabilité qui ne sert à rien. Il n'y a pas à se sentir coupable, on y est pour rien. Par rapport à cette histoire, chacun a fait du mieux qu'il a pu, et ça c'est important déjà de l'intégrer. Ensuite, aux enfants, les enfants, pour eux, la mort, ça fait aussi partie de l'existence. On est bébé, on devient adulte, on devient une personne âgée, ces personnes âgées vont mourir à un moment ou à un autre, et les enfants en ont une conscience très précoce de cela, même s'ils ne se figurent pas exactement ce qu'est la mort. On ne peut pas les protéger de ça. On peut simplement leur rappeler à quel point cette personne qui n'est plus, elle existe encore dans notre esprit, elle existe dans notre conscience, elle peut exister dans nos conversations, que ça ne fait pas de mal d'en parler, et on peut évoquer avec eux tout ce qui a été important pour ces personnes qui ont vécu un moment et qui ne vivent plus aujourd'hui. Le jour d'après, sur ces questions si sensibles de la mort, ça ressemble à quoi? Écoutez, je crois que toutes les familles ont vécu quelque chose à quoi elles n'étaient pas habituées, qui est un resserrement des liens familiaux, qui est quelque chose qui a donné une autre texture au ressenti des liens dans les couples et à l'intérieur des familles. Je vous dirais pour le meilleur et pour le pire. Le meilleur, c'est qu'il s'est recréé dans beaucoup de familles une espèce de cocon dans lequel on a réappris
les liens affectifs dans lesquels les parents ont eu un autre regard sur leurs enfants et les enfants sur leurs parents et les conjoints dans le couple. Le pire, c'est qu'il y a eu aussi évidemment beaucoup d'intrications émotionnelles des uns par rapport aux autres, beaucoup d'empiètement des uns sur les autres. C'est tous ces éléments-là, ces éléments à la fois constructifs et ces éléments beaucoup plus destructeurs qui vont être à reprendre après. Merci beaucoup, Serge Effet. Voilà pour cet entretien. Ainsi s'achève cette émission. Merci à vous de l'avoir suivi. On se retrouve demain pour un nouveau Ça vous regarde. Même lieu, même heure. Très belle soirée documentaire sur LCP. Et à demain.